Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 15. Dans un égout. Après avoir téléphoné à Sweet et pris ma dose de cocaïne, des pensées réfrigérantes me vinrent en tête. J'ai 5 putes qui travaillent pour moi, exactement comme ce pauvre Preston quand Sweet l'a trahi et foutu en l'air. Je me demande si Sweet va me trahir moi aussi, et me piquer mes filles. Il sait où je crèche. Ce ne serait pas plus difficile que de décrocher le téléphone. Sweet m'a juré qu'il m'aimait comme si j'étais son propre fils. Mais les 7 années que j'ai passées sur la grande scène m'ont appris une vérité fondamentale. Pour un Mac, rien n'est plus important que de s'accaparer de nouvelles putes. Pendant tout le temps où je resterai planqué, je garderai le secret sur mes problèmes d'écurie. Il ne faut surtout pas que je lui donne un prétexte pour me proposer son aide. Ce serait un sale coup s'il s'occupait de mes putes. Heureusement que je peux compter sur Chris pour diriger les filles. Cette terrible pression finit par me mettre la tête à l'envers. Non, Sweet ne me trahirait pas. Je devrais arrêter de me méfier du seul ami que j'ai. Sweet tient à mon amitié beaucoup plus qu'à n'importe quelle pute. Je ferais peut-être mieux de filer d'ici et d'aller m'installer dans une autre vie. Nom de Dieu. Pourquoi faut-il que ce soit le FBI qui me colle au cul? Si seulement c'était la police de la ville ou de l'État. Ici, je ne me suis fait embarquer et ficher qu'une seule fois. Une douzaine d'autres fois, je m'en suis sorti en filant du pognon aux flics. Ces salopards du FBI sont de vrais petits génies. Non, finalement, il vaut mieux que je reste planqué ici, dans cette porcherie dégueulasse. La demi-portion est une pute. Peut-être que son nouveau Mac ou un micheton va la buter. Dans ce cas, je pourrais leur montrer mes fesses aux mecs du FBI, et ils auraient plus qu'à les embrasser. Sans le témoignage de la demi-portion, mon dossier serait vide. Chaque fois que je l'ai envoyée bosser hors des frontières de l'État, elle a emmené Ophélia avec elle. C'est à elle que j'ai donné les instructions et de l'argent pour ses frais. Jamais je n'ai dit à Ophélia de franchir la limite de l'État. La demi-portion baisait avec Ophélia. En fait, c'était sa petite amie à elle. C'est une bonne chose que je me sois réfugié dans ce trou à rats. Le FBI n'irait jamais chercher un Mac de mon envergure dans un égout. Nous étions en décembre 1945, la guerre était terminée, le monde léchait ses plaies sanglantes. La drogue et le métier de Mac avaient durci mes traits en effaçant mon visage de bébé. Mes cheveux commençaient à tomber. Je venais d'avoir 28 ans, mais j'en paraissais 40. Pendant 7 ans, j'avais consacré mon temps à apprendre le grand livre du Mac. J'avais trimé avec le zèle d'un frère laid, avide d'accéder à la prêtrise. J'avais agi et pensé comme un dieu noir. Et maintenant, j'étais coincé dans un minable studio kitchenette au rez-de-chaussée d'un très vieil immeuble à un seul étage. L'appartement se trouvait à l'arrière au numéro 10. La nuit, des rats venus de l'allée couraient sur le palier en poussant de petits cris. Ils passaient sous la porte de derrière qui pendait de travers sur ses gonds. Une vague inquiétude me traversait parfois l'esprit et me faisait douter de moi. Était-il possible que je n'ai rien d'un dieu, que je n'en sois même pas une pâle imitation? Après tout, je n'étais peut-être qu'un imbécile de Mac noir en route pour son 3e séjour en tôle. Chris était la seule de mes filles à venir me voir. Nous nous faisions des shoots de cocaïne. Je ne la laissais pas deviner mes soucis. Il était impensable que Dieu ait mal à la tête. Je ne pouvais pas laisser les autres filles me rendre visite dans un décor aussi lamentable. Un Dieu ne pouvait quand même pas vivre comme un pauvre minable. Chris, elle, savait pourquoi j'habitais ici. Pour elle, le moindre pet de Dieu avait encore un parfum de rose. J'avais mis au point avec elle un système pour tenir les filles. Même le meilleur des Macs doit conserver des contacts personnels avec ses putes. Le système était simple, et pendant un bon moment il fut efficace. Il y avait un téléphone mural sur le palier. Nous l'utilisions pour appeler l'appartement des filles. C'était toujours vers 3 ou 4 heures du matin. Une des putes décrochait. Chris faisait alors semblant d'être une opératrice pour les appels à longue distance. C'était une chance. Chris avait un don d'imitation. Les filles ne s'apercevaient de rien. C'était toujours un coup de fil personnel que je passais à l'une d'elles. Chris et moi, nous leur faisions croire que les appels venaient de New York, Boston ou Philadelphie. Dans chacune des 4 chambres de leur appartement, il y avait un poste téléphonique, ce qui me permettait de me faire entendre de toutes les filles en même temps. Je pouvais ainsi leur servir mon baratin et m'assurer qu'elles gobaient mon histoire. Le premier coup de téléphone était censé venir de New York. 1 minute plus tard, elles avaient toute l'oreille collée au combiné. Les filles, je sais que votre chéri vous manque, dis-je. Vous. Les filles, je sais que votre chéri vous manque, dis-je. Vous vous êtes sans doute demandé quand il allait enfin revenir vous voir. Enfin quoi, bon Dieu, est-ce qu'il aurait oublié qu'une pute a besoin de voir son homme de temps en temps? En tout cas, on est toujours avec lui. On le lui prouve chaque jour, en se défonçant le cul sur le bitume, et on confie notre fric à Chris pour qu'elle le lui envoie. Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'il peut donc y avoir de si important pour qu'il néglige de venir nous voir? Eh bien les filles, pour vous montrer à quel point votre chéri a confiance en vous, je vais vous révéler un secret qui vaut 1 million de dollars.
Je sais que vous tiendrez votre langue. Chris m'interrompit brusquement. Vous en êtes à 3 unités, dit celle de sa voix d'opératrice. Veuillez signaler la fin de la communication. Vous êtes les putes les plus vernies du monde, poursuivis-je. Votre homme est devenu copain avec un graveur de génie, un blanc. Avant, il travaillait pour le gouvernement. Il vient juste de terminer des plaques qui nous ont permis d'imprimer 300 des plus beaux billets de 100 $ qu'on ait jamais vus. Ils sont absolument parfaits. Même quelqu'un de la Banque fédérale n'arriverait pas à déceler le moindre différence avec des... Même quelqu'un de la Banque fédérale n'arriverait pas à déceler la moindre différence avec des vrais. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Nous n'avons qu'un seul problème que nous allons résoudre, même si ça doit nous prendre un an. Nous n'avons plus de ce papier sur lequel le gouvernement imprime les billets. Mais figurez-vous que mon copain blanc est tellement génial qu'il est capable de fabriquer ce papier lui-même. Alors on fait les choses calmement. On va d'une ville à l'autre pour acheter les encres et tout le matériel nécessaire. Parfois c'est dur de se procurer certains trucs, mais on ne va pas laisser tomber quand il y a des millions en jeu. Pas vrai? Dès qu'on aura réussi à fabriquer le papier, on imprimera 2 millions de dollars. À ce moment-là, je me dépêcherai de revenir et je serai le seul Mac millionnaire du monde. J'achèterai une plage et une villa à Hawaï pour ma petite famille. Et le jour où on n'aura plus de fric, il suffira d'en réimprimer un nouveau paquet. Alors ne vous en faites pas et continuez de bosser. Ah, au fait, Chris a pris un taxi pour l'aéroport il y a environ 1 heure. Elle vous apporte à chacune une feuille de cette belle oseille. Dépensez-la comme vous voudrez. Faites-en ce qui vous plaira. Vous pouvez même la mettre à la banque si ça vous fait plaisir, croyez-moi. Elles sont parfaites. Je raccrochai. Je les avais électrifiées avec mon histoire. J'avais entendu l'excitation de leur voix quand elles m'avaient dit au revoir en chœur. J'avais demandé à Chris de leur préciser que le génie en question avait trouvé le moyen de mettre un numéro différent sur chaque billet. Je savais déjà ce que j'allais leur raconter quand je n'aurais plus les flics aux trousses. Je pouvais les faire lanterner pendant une éternité, en disant par exemple que le génie s'était fait arrêter pour une raison qui n'avait rien à voir avec la fausse monnaie, et que je devais attendre qu'il sorte de tôle parce qu'il refusait de me dire où étaient les plaques. Si c'était nécessaire, il pouvait également mourir pendant qu'il purgeait sa peine. Chris m'appela le lendemain. Les filles marchaient sur un nuage. Elles avaient passé la nuit à parler des faux billets si parfaitement imités. J'étais sûr d'avoir trouvé le moyen de tenir mon écurie. J'avais l'impression d'être moi-même un génie. À partir de ce jour, chaque fois que je parlais avec mes putes, le génie et moi venions justement de nous procurer un nouvel élément essentiel à la bonne marche de notre projet. Les choses iraient vite désormais, leur promettais-je. Sweet avait lancé la rumeur que j'étais parti sur la côte ouest et que je vivais au crochet d'une bonne bourgeoise bourrée de fric. Il m'était presque impossible de dormir. Lorsqu'un locataire de l'immeuble venait frapper à ma porte pour me dire qu'on me demandait au téléphone, je sautais presque au plafond en m'imaginant que c'était les flics. Et quand j'arrivais enfin à m'endormir, mon sommeil était peuplé de cauchemars. Les rêves sur ma mère revenaient me hanter. Ruisselant de sueur, je plongeais dans les supplices de l'angoisse. J'avais une peur bleue de retourner en prison. Dans la journée, des rêves éveillés comme un écho de mes cauchemars mettaient mon esprit à la torture. J'arrêtais de me shooter à la cocaïne. Elle ne faisait qu'amplifier mon anxiété et ma terreur. Je me souvenais à quel point Top paraissait serein chaque fois qu'il faisait un fixe d'héros. Il restait assis à planer tranquillement, comme emporté par un rêve paisible et magnifique. Peut-être avait-il raison. Dans l'ordre alphabétique, H vient après C. Chris passa me voir la veille de Noël et resta avec moi jusqu'au lendemain matin. Elle m'apporta un pyjama, de l'eau de Cologne et des robes de chambre. C'étaient des cadeaux que les filles et elle me faisaient. Chris leur avait donné l'argent de ma part. D'un mur à l'autre, mon studio kitchenette était encombré de malles et de valises. J'avais emporté avec moi mes superbes costards, mais je ne sortais plus du tout. J'étais un pauvre con de Mac esselé. Sweet vint me rendre visite à minuit un jour de janvier. C'était le 10, je crois. Il enleva son pardessus à col de velours et l'accrocha dans le minuscule placard. Depuis une semaine, il avait fait une température de -20, parfois même plus froid encore. L'année était encore toute neuve, nous étions en 1946. Pour la première fois depuis des années, Cadillac avait sorti un nouveau modèle. J'avais payé 1 an de loyer d'avance pour le garage où j'avais remisé ma vieille Cadillac. Chris y était allé plusieurs fois pour faire tourner le moteur. Putain, ce serait fabuleux de changer de bagnole et d'aller frimer un peu à l'air libre dans une Cadillac neuve, pensais-je. C'était la première fois que Sweet venait me voir. Ses tempes blanchissaient et la lueur électrique de ses yeux gris avait un peu perdu de son intensité. L'héros et la vie sur la grande scène l'avaient terriblement vieilli. Il n'avait pas vraiment bonne mine. Il s'assit sur une valise à la tête du lit sur lequel j'étais allongé. Miss Peach était devenue une vieille dame, mais elle était toujours splendide dans son manteau de vison et ses chaussons de fourrure. Sweet lui enleva le manteau et les chaussons et les posa sur la commode. Miss Peach s'assit par terre et leva les yeux vers moi. Berg, j'ai de mauvaises nouvelles, dit Sweet. D'après la rumeur, les flics se baladent un peu partout dans la ville en montrant ta photo. Ça chauffe vraiment pour toi maintenant.
J'ai entendu dire que Poison tourne autour de tes femmes quand elles vont tapiner. Si tu ne tiens pas Chris bien serré, il va finir par te la piquer et elle lui dira où tu te caches. Tu ferais peut-être bien de te tirer d'ici cette nuit même. Trouve-toi une autre planque. Ne dis pas à Chris ni à aucune fille où tu seras. Je suis ton meilleur copain, mon petit chéri, et je t'aime vraiment beaucoup. Alors je vais m'occuper de ton écurie à ta place. Pendant ce temps-là, je réfléchirai à un moyen de te mettre les couilles au frais. Tu n'as qu'à simplement appeler les filles et leur dire qu'oncle Sweet va prendre soin d'elles pendant une quinzaine de jours. Ça n'est pas plus difficile que ça. Je restais allongé un long moment, me sentant trembler de tous mes membres. Je crois que je n'aurais pas éprouvé un sentiment plus effroyable que si j'avais entendu Henri, mon beau-père que j'aimais tant, dire qu'il me détestait. J'avais conquis la grande scène, c'était vrai, mais le cave qui sommeillait en moi et que je n'avais jamais réussi à tuer me faisait terriblement souffrir. Je regardais Sweet. J'essayais de mon mieux d'empêcher ma voix de trembler et de ne pas laisser voir ma douleur dans mon regard. Tu sais, Sweet, j'aurais vraiment du mal à trouver un autre ami comme toi. Quand j'y pense, j'ai envie de chialer. Je t'ai raconté toute ma vie. Tu sais que je t'aime autant que j'aimais Henri. Sweet, je crois que je t'aime encore plus que ma mère. Et ne pense pas que je sois devenu un cave quand je te dis ça. Sweet, tu m'as appris à rester glacial. Tu es la seule personne au monde qui pourrait me faire du mal. Dans la rue, les types m'appellent Iceberg et ils se marreraient comme des baleines s'ils savaient que j'ai eu une faiblesse pour quelqu'un que j'aime comme un père. Sweet, s'il te plaît, ne dis à personne que j'ai flanché comme un cave. Ne fais jamais rien qui puisse tuer l'amour que j'ai pour toi. Sinon tout le monde serait au courant. Je sens que je pourrais m'effondrer et me mettre à courir dans la rue en hurlant comme une pute hystérique. Sweet, je vais attendre et réfléchir pendant un jour ou deux. Poison ne peut pas me piquer, Chris. Je vais remettre les choses en place dans ma tête. Tu devrais peut-être surveiller un peu mon écurie. Pendant que je parlais, il avait caressé du bout de l'index les plis de son pantalon, raide comme le tranchant d'une épée. Ses yeux gris s'étaient posés sur les valises et le désordre de la pièce comme s'il s'était agi de fascinante œuvre d'art. Il inspira une bouffée d'air, puis joignit sous son premier menton ses doigts ornés de pierres précieuses. Berg, cet endroit travaille la tête, crois-moi. Sweet préférerait se couper le bras droit plutôt que de te faire une entourloupe. Tu es le seul ami que j'ai, mon petit chéri. Tu sais, tu pourrais avoir 100 putes et moi aucune. Je te demanderais peut-être de me donner une fille, mais je n'essaierai jamais de t'envoler une, darling. Tu as besoin de quelque chose? Il faut que je m'en aille. Je dois aller chercher 2 de mes putes dans le centre-ville. Non, Sweet, je n'ai besoin de rien. Je t'appellerai demain. Si tu entends parler de quelque chose, préviens-moi vite. Je suis vraiment content que tu sois passé me voir. J'entendis ses pieds marteler d'un pas lourd le linoléum du couloir, tandis qu'il s'éloignait. Le bruit de pas s'interrompit, puis reprit en augmentant d'intensité. Il revenait. Je regardai autour de la valise sur laquelle il s'était assis, mais il n'avait rien oublié. Il frappa à la porte. J'ouvris. Il portait Miss Peach dans ses bras. Pour la première fois depuis que je le connaissais, je vis dessiner sur son visage un sourire qui laissa apparaître des dents en or. Berg, dit-il, j'ai oublié de te dire. On a trouvé le cadavre congelé du vieux Pretty Preston dans une allée derrière le Roost. Ce pauvre con s'était enveloppé dans des journaux. Le grec l'a viré il y a une semaine parce qu'il restait près du chauffage au lieu de ramener les gogos. Ce poivreau à moitié blanc s'imaginait qu'il suffisait de quelques journaux pour résister à une température de moins 20 degrés. Il fit volte-face et repartit dans le couloir. Je fermai la porte et me laissai tomber sur le lit. Chris m'appela à 3 heures. Je lui dis de ne pas venir me voir jusqu'au prochain coup de fil longue distance que je passerai aux filles. Je l'avertis que Poison la suivait peut-être, ainsi que des agents du FBI. Elle me répondit qu'il n'avait aucune chance. Chaque fois qu'elle venait me voir, elle entrait dans une demi-douzaine d'immeubles par la porte de devant et en ressortait par la porte de derrière. Quand elle arrivait chez moi, elle passait par la porte de derrière et traversait la maison jusqu'à la porte de devant. Elle revenait ensuite dans l'allée et entrait à nouveau par la porte de derrière avant de venir frapper à ma porte. Peut-être qu'il n'arriverait pas à la suivre, en effet. Mais je lui dis qu'il valait quand même mieux qu'elle ne vienne pas me voir pour ne prendre aucun risque. Elle ne devait pas non plus me téléphoner de l'appartement des filles. Ce serait vraiment un sale coup si l'une d'elles décrochait son combiné à ce moment-là. Sweet me rappela le lendemain à 1 heure du matin. La fille qui habitait l'appartement d'à côté répondit au téléphone. Elle vint frapper à ma porte. J'enfilai un par-dessus et sortis sur le palier. J'avais l'impression d'être un zéro dans cet état-là. Berg, dit Sweet, je viens d'apprendre que Poison t'a piqué ta jeune pute, Faye. J'espère qu'elle n'est au courant de rien qui puisse te faire plonger. Berg, il faut absolument que tu te bouges. Je vais essayer d'en savoir plus. Il raccrocha. J'avais vraiment de sérieux ennuis. Je retournai me coucher. Poison va cuisiner cette salope de Faye, me dis-je. Elle lui parlera sûrement de cette histoire bidon de fausse monnaie, et il lui expliquera que c'est du vent, histoire d'assurer sa prise. Il lui dira que je me cache quelque part en ville. C'est une bonne chose que Chris soit au courant du bluff, sinon, en moins d'1 heure, je me retrouverai sans la moindre pute. J'ai besoin d'elle pour mettre à l'abri les filles qui me restent.
J'aurais peut-être dû quitter la ville dès que ça a commencé à chauffer pour moi. Il faut que je me dépêche de faire déménager ce qui reste de mon écurie. Poison va démolir mon baratin. C'est la meilleure carte à jouer pour essayer de me piquer les trois autres filles. Elles vont être furieuses contre moi s'il parvient à leur ouvrir les yeux. Dépêche-toi, Chris, appelle. Elle appela à 3 heures. Je courus décrocher le téléphone en pyjama. Je faillis mourir de froid pendant que je lui parlais. Chérie, je suis obligé de t'appeler de la maison, dit-elle. Poison vient de partir avec Faye, elle a emporté ses affaires. Ce salopard a raconté à toute la famille que notre histoire de faux billets était bidon. Dot, Rose et Penny sont folles de rage, elles pleurent et font leur valise, je ne peux plus les tenir. Elles me détestent. Poison est venu me voir dans ma chambre avant de se tirer, il m'a parlé comme si j'étais déjà sa pute. Si j'avais eu un pistolet, je l'aurais descendu, ce gros salopard. Il m'a dit, Miss Pétasse, ton nègre est terminé. Tu es la dernière pute qui lui reste. Je sais qu'une fille belle et brillante comme toi n'a pas envie de tapiner en solo pour son Mac. Avec Faye, j'ai maintenant 8 putes. Je travaille à l'intérieur du système. Aucune de mes filles ne se fait jamais arrêter. Je suis le plus grand Mac de cette ville. Toi, tu es la plus grande pute. Tu ne pourras jamais trouver d'autre homme que moi. Si tu me rejoins, tu seras la reine d'une écurie de 8 filles. Alors prends tes affaires et viens avec moi et Faye. Iceberg, lui, est bon pour la prison fédérale. Chris poursuivit-elle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Peut-être que Poison va revenir et m'emmener de force? Je ne sais plus quoi faire. Je vais finir par piquer une crise et me retrouver dans une cellule capitonnée. S'il n'y avait pas eu les courants d'air glacé qui passaient sous la porte de derrière, je serais tombé dans les pommes. Je sentais une sueur froide couler sur mes jambes tremblantes, des sanglots secs me serraient la gorge, et on aurait dit que ma voix sortait d'une chambre d'écho. Chris, garde ton sang-froid, balbutiai-je. Mon nom c'est Iceberg, tu te souviens? J'arriverai à trouver une solution comme toujours. Maintenant écoute-moi bien, fais tes valises et va voir le concierge de l'immeuble. Donne-lui du fric pour qu'il t'emmène dans un hôtel pas loin du garage où la Cadillac est rangée. Prends une chambre et laisse-y tes affaires. Ensuite, va chercher la Cadillac, reviens à l'hôtel, récupère tes affaires et va prendre une autre chambre dans le centre-ville. Quand ce sera fait, tu retourneras ranger la Cadillac au garage et tu reviendras à l'hôtel par le métro. Appelle-moi à ce moment-là. Je retournai dans ma piaule et me lavai la figure à l'eau froide. Je me regardais dans la glace. J'avais l'impression d'avoir un masque d'Halloween, un masque à faire peur. Cette fois, mon beau visage de jeune homme avait bel et bien disparu. Le blanc de mes yeux, autrefois brillants, était devenu terne et injecté de sang. J'avais des cernes noirs et profonds, comme si un farceur m'avait fait regarder dans des jumelles maculées d'encre de Chine. Je me mis à chercher une pilule de barbiturique. Je voulais me calmer les nerfs. Il me restait un peu de cocaïne, mais je n'avais pas besoin d'excitant. Il me fallait plutôt quelque chose qui m'apaise la cervelle. Je m'aperçus que je n'avais plus de pilule. Quelque part dans une de mes valises, j'avais un carnet où était noté le téléphone d'un fournisseur de cam qui habitait à une quinzaine de pâtés de maison d'ici. Peut-être qu'il avait des pilules. Sinon, tant pis, je lui achèterais une dose d'héros. C'était pas une seule dose qui allait me rendre accro. Avec de l'héros, j'arriverais à retrouver un peu de paix dans ma tête. Chris n'allait pas me rappeler avant 2 heures. Je trouvais le numéro du type. En langage codé, je lui dis que j'allais venir lui acheter 5 doses d'héros dans l'heure qui venait. J'avais une grosse liasse de pognon planquée dans une chaussette épinglée dans la manche d'un imperméable. Au début, je voulus l'emporter avec moi, mais le fric gonflait la poche de mon pardessus comme un pamplemousse. De toute façon, je ne serais pas absent très longtemps. Je remis la chaussette dans la manche de l'impair. L'alias représentait à peu près 6 800 $. J'en détachai 3 billets de 10, puis passai un pantalon et une chemise sur mon pyjama. Je mis des chaussures et un gros par-dessus. J'étais terriblement pressé. Je sortis et fermai la porte derrière moi. J'entendis le déclic du yoke. Moins de 3 minutes après avoir téléphoné à mon dealer, j'étais en route. Il était 4 heures du matin. Le vent d'hiver faillit emporter mon chapeau. Il me faisait du bien cependant. C'était la première fois depuis des mois que je prenais un peu d'air frais. Des nuages sinistres obscurcissaient le ciel. Je glissais sans cesse sur les trottoirs verglacés, mais je finis par arriver chez mon dealer. Il habitait au premier étage, au-dessus d'un bar mexicain ouvert toute la nuit. L'endroit était bondé, mais il n'y avait personne sur le trottoir. Je montai un escalier branlant et achetai mes 5 doses d'héros. Le type mit les capsules dans l'enveloppe en cellophane d'un paquet de cigarettes. Il en tortilla l'extrémité pour fermer le sachet et me le donna. Je redescendis dans la rue, la came à la main, et repassai devant le bar mexicain pour rentrer chez moi. 2 noirs bien habillés se tenaient debout à l'entrée du bar. Les lumières de la salle, brillamment éclairées, inondaient le trottoir. J'avais l'impression de défiler devant des témoins dans un poste de police. Du coin de l'œil, je vis que les 2 noirs me regardaient. Ils se raidirent. L'un d'eux plongea la main dans une poche intérieure. Je jetai un coup d'œil derrière moi. Il était en train de montrer un morceau de papier à son copain. J'accélérai le pas. Je me rappelais que j'avais un paquet de drogue à la main. Je le laissai tomber sur le trottoir et me mis à marcher de plus en plus vite. Je savais qu'il faisait trop sombre pour qu'il m'ait vu jeter le sachet de cam. Je regardais par-dessus mon épaule. Les 2 types me couraient après. Le plus grand d'entre eux avait un flingue à la main. Je courus à mon tour. Halte, beuglèrent-ils. Police, arrêtez ou je tire.
J'avais atteint le coin du pâté de maison. Au moment où je tournais dans la rue perpendiculaire, je vis une voiture de patrouille avec 4 hommes à bord, des blancs. La voiture avançait dans ma direction. Soudain, une lumière aveuglante jaillit d'un projecteur. Je m'immobilisai. Tous les 4 avaient les yeux braqués sur moi. À l'arrière de la voiture, une vitre se baissa à toute vitesse et je vis apparaître le canon d'un fusil. Les 2 flics qui me poursuivaient tournèrent l'angle de la rue en dérapant sur le trottoir. D'une certaine manière, j'étais content de les voir. Les flics de la voiture de patrouille n'avaient sans doute tué personne depuis 8 jours, et je ne tenais pas à être leur premier client de la semaine. Les 2 noirs se jetèrent sur moi et m'immobilisèrent comme si j'étais l'ennemi public numéro 1. Les flics blancs éteignirent le projecteur et leur voiture repartit en s'éloignant lentement. Le plus petit des 2 noirs m'avait passé les menottes dans le dos. Il montra une photo à son copain et tous 2 me dévisagèrent. C'est bien ce salopard, dit le plus grand. Regarde les yeux. Ils me fouillèrent des pieds à la tête et trouvèrent le dernier billet de 10 $ qui me restait. Puis ils me poussèrent dans la direction d'où je venais et me firent tourner le coin de la rue. Nous passâmes devant un noir efflanqué, debout à l'angle du pâté de maison. Il m'adressa un signe de tête, je le reconnus. Il habitait dans mon immeuble. Je l'avais envoyé me chercher de quoi manger et de la monnaie pour le téléphone une bonne douzaine de fois. J'aperçus la photo au moment où le flic la rangeait dans sa poche intérieure. C'était moi. Je me souvenais du costume gris perle et de la chemise noire. Top et moi, on s'était fait choper par 2 flics blancs 4 ans plus tôt. Ces types-là détestaient Top parce qu'il avait des putes blanches dans son écurie. Ils avaient refusé l'argent que nous leur avions proposé, ils nous avaient bouclés en nous suspectant d'homicide, et ils nous avaient tiré le portrait. Moins de 2 heures plus tard, nous étions libres, Top et moi. C'était la seule fois où je m'étais fait embarquer depuis que j'opérais sur la grande scène. Les 2 flics me firent asseoir à l'arrière d'une Chevrolet banalisée et s'installèrent sur la banquette avant. Le plus grand était au volant, il démarra. Messieurs, dis-je, ça ne vous rapportera pas le moindre dollar de me boucler. Mais si vous me libérez, je vous donne de quoi vous acheter 2 superbes costumes. Avec le fric que tu as sur toi, tu ne pourrais même pas te payer la moindre loque chez un prêteur sur gage, dit le grand. J'ai du fric dans ma piole. Vous savez que je suis iceberg. Vous pouvez donc me croire, non? Vous n'avez qu'à me conduire là-bas. Je vous file 2 billets de 100 à chacun et je disparais. Ça vous va? Le grand et le petit échangèrent un regard. Tu nous prends pour des gogos, dit le petit. Le FBI a lancé un mandat d'arrêt contre toi pour traite de blanche. Tes 4 malheureux billets, c'est de la merde, on ne veut pas en entendre parler. Bon, alors écoutez-moi. On est noirs, tous les 3. On est des frères. L'ennui, c'est que le FBI veut lyncher votre frère au tribunal. Vous n'allez quand même pas me laisser prendre par des blancs. Je vous donne 2000 à chacun pour priver le FBI de sa ration de viande noire. Où est-ce que tu habites? Demanda le grand. Je réfléchis vite. C'était une erreur de leur avoir parlé de ma piole. Si je leur disais où j'habitais, ils pouvaient me prendre tout mon fric et m'arrêter quand même, ou alors me buter. J'étais en cavale. Ils pouvaient aussi me boucler et revenir prendre le fric dans ma cachette. J'avais la clé de la kitchenette dans ma poche. Je lançai un ballon d'essai. Vous connaissez Sweet Jones, dis-je. C'est un ami à moi. Si vous me déposez chez lui, j'en ressors 5 minutes plus tard avec 5000 $. Mais je ne peux pas vous emmener chez moi. J'ai un ami là-bas. Imaginez qu'après vous changiez d'avis et que vous refusiez le marché. Vous seriez obligé de l'arrêter pour m'avoir hébergé. On ne peut pas te relâcher, dit le grand. Ça serait impossible, même si tu nous donnais 40 000 $ à chacun. Je viens de me souvenir qu'ils ont braqué le projecteur sur toi tout à l'heure. L'un des flics de la patrouille t'a peut-être reconnu. Désolé, mon frère, mais après tout, ce n'est pas si désagréable que ça de faire un petit séjour dans une prison fédérale. Merci en tout cas. C'est gentil d'avoir surgi au bon moment. Tu nous as permis de réussir un joli coup de filet.